Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. 17 millions de retraités en France qui vivent de plus en plus longtemps. Un système par répartition qui serait menacé de faillite, des chiffres sur lesquels les économistes sont bien incapables de tomber d'accord. Un rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, auquel chacun fait dire ce qu'il veut. Une tentative ratée après 2017 d'instaurer un système dit universel. Voilà ce qui justifierait aujourd'hui cette énième réforme des retraites avec un recul de l'âge légal à 64 ou 65 ans. Mais ce n'est peut-être pas si simple ou simpliste. Les syndicats sont vent debout. Une majorité de Français déclare ne pas vouloir de ce recul de l'âge. Mais Emmanuel Macron répète à l'envi qu'il a reçu mandat des électeurs. À 2 semaines de la présentation officielle de cette réforme, on va s'intéresser en détail ce matin à l'état de l'opinion. Vous n'hésitez pas donc à nous appeler au 0826 300 300 pour vous exprimer. Et autour de moi, pour en discuter, Mélissa Petit, sociologue, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Les retraités, cette richesse pour la France » paru chez l'Harmattan, et vous êtes la fondatrice de Mixing Génération. Jean-Philippe Dubrul, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP, et avec nous également Camille Pradel, avocat spécialisé en droit de la protection sociale. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Jean-Philippe Dubrul, quel est l'état de l'opinion des Français sur cette réforme des retraites et sur le recul, donc possible, vraisemblable, de l'âge légal à 64 ou 65 ans ? Alors, réponse courte, ils n'en veulent pas, majoritairement. C'est assez simple et c'est assez net. Réponse un peu plus détaillée. Ils n'en veulent pas du recul de l'âge légal ou de la réforme la globalité ? Du recul de l'âge légal. Ouais. Voilà. Quand on les questionne de manière très précise, finalement, sur de quoi on parle, le recul de l'âge légal de départ à la retraite est très largement rejeté, donc avec une différence notable que je vais expliquer là rapidement, c'est que quand on parle de recul, de passer cet âge légal de 62 à 64 ans, vous avez, je peux dire dans l'ordre inverse, les favorables. La minorité qui est favorable pour passer à 64 ans, l'âge de départ à la retraite, c'est 37%. Donc c'est pas tout le monde, c'est un peu plus d'un tiers. Par contre, quand on parle de passer pas à 64 ans mais à 65 ans, on n'est pas à 37%, on est à 22%. Donc on voit que rien qu'une année de différence sur ce décalage de l'âge de départ à la retraite, ouais, ça fait une différence notable. Mais dans les deux cas, ce qu'on constate, c'est que l'opinion, les Français très majoritairement, ne veulent pas de ce recul. Parce qu'il faut préciser, d'après les calculs du COR, l'âge réel de départ à la retraite passera de toute façon naturellement à 64 ans dans les années qui viennent. Tout à fait. Il y a ce cheminement, naturel, ou en tout cas de fait, qui fait que la nécessité, finalement, le fait d'allonger la période de travail, de recul l'âge de départ à la retraite, finalement, ça ne ferait que pénaliser ceux qui auraient pu partir au plus tôt, en fait. Et souvent, ceux qui auraient pu partir au plus tôt avec une retraite complète, c'est ceux qui auront commencé à travailler de manière plus précoce ou qui auront des emplois plus pénibles. Donc il y a cette perception quand même que finalement ceux qui vont se casser les dents sur cette réforme, en tout cas ceux qui en seront pas les bénéficiaires, mais ceux qui seront les plus perdants de cette réforme, seront finalement ceux qu'on n'a pas envie de voir subir ça. Alors je vous pose la question, mais je pense qu'on peut facilement deviner la réponse. Quelles sont les tranches d'âge où la réforme voulue par le gouvernement serait la plus populaire ? Alors, comme sur toutes les questions sur la réforme des retraites, les plus favorables à allonger le temps de travail ou à reculer l'âge de départ à la retraite sont les gens déjà à la retraite. Voilà, ça c'est une constante dans toutes les études qu'on peut faire là-dessus. Vous avez les retraités qui, et on peut le comprendre, se disent « il faut bien que quelqu'un paye ma retraite ». Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec une pension grévée dans X années parce que l'équilibre des comptes sera pas là. Donc, les retraités qui sont concernés de ce point de vue-là et plus concernés parce que c'est pas eux qui feront travailler plus, sont en général très en pointe, très défenseurs de toutes ces mesures qui visent, comme le dit le gouvernement, à assurer la pérennité du système, voilà, quitte à faire travailler les gens plus longtemps. Or, quand on élimine, je reviens très rapidement sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, 37% pour passer à 64 ans, 22%
pour passer à 65 ans, si on enlève les retraités en fait de tout ça, parce qu'ils font grimper la moyenne, c'est beaucoup plus faible. On passe de 37 par exemple à 32, on perd 5 points. Ou pour passer l'âge légal à 65 ans, on passe de 22 à 16% quand on enlève les retraités. Donc c'est assez... ça pose vraiment la question de... Cette réforme, ce décalage de l'âge légal de départ à la retraite, à qui on s'adresse finalement si on cherche l'approbation ou pas? Voilà. Faut-il en gros inclure les retraités dans cette réflexion, eux qui ne sont plus concernés par l'aspect travail, mais toujours concernés par l'aspect pension? Et oui, et la potentielle revalorisation de leur retraite, de leur pension actuelle. Si on regarde maintenant les opinions en fonction des catégories socio-professionnelles. Alors il y a globalement, les cadres en général, les CSP+, sont plus favorables que la moyenne au décalage de l'âge légal de départ à la retraite, et les ouvriers, donc qui exercent le plus souvent des métiers plus éreintants, plus usants, notamment pour la santé, vont être moins favorables à ce retard. Ce sont des tendances assez constantes, assez logiques finalement quand on les évoque ici, mais les différentiels ne sont pas non plus énormes. Vraiment, la population qui se distingue de tous les autres, c'est les retraités. Alors Emmanuel Macron, un de ses arguments, c'est de dire qu'il a reçu mandat des électeurs pour lancer cette réforme des retraites et ce recul de l'âge légal. 58% des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron ont-ils donné un feu vert à ce projet en mai dernier? Alors ce qu'on observe, c'est que chez les gens qui ont voté Macron, chez les gens qui se disent proches de la République en marche, oui, on a une adhésion très majoritaire au projet, mais parce qu'il est porté par cette personnalité-là, par leur champion. Il y a un biais, c'est que tout le monde n'a pas voté Macron pour voter Macron. Mais voilà, c'est ça aussi, et c'est ce qu'on observe, c'est que même chez les gens qui ont voté Macron, il y en a une partie qui vont vous dire non, moi j'ai pas voté pour ça, j'ai pas voté pour ce projet, ou j'ai pas voté pour Macron, sous-entendu j'ai voté par défaut. Donc on a finalement cette notion de mandat, j'ai été élu, j'ai promis, donc je vais faire, est toujours très délicate à utiliser, puisque si on raisonne dans l'institution, oui, finalement c'est assez logique, mais d'un autre côté, ça occulte complètement des thématiques d'opportunité. Voilà, l'opportunité, on est en période d'inflation, de crise énergétique, est-ce que c'est bien le moment de faire une réforme des retraites, sachant que vous disiez qu'on fait dire ce qu'on veut au rapport du corps. En effet, les économistes se disputent, il n'y a pas de consensus, et certains notamment disent, parmi des très connus, voilà, certains vous disent non, on a 10 ou 15 ans devant nous, tranquille, donc il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, il y a ce problème de l'opportunité qui se pose à un moment, oui, où les Français font face à des difficultés financières assez énormes. Alors, est-ce qu'à travers les études d'opinion, on peut imaginer, on peut prédire une explosion sociale début 2023 sur ce thème de la réforme des retraites? Alors, on a posé la question aux Français, quasiment en ces termes. On leur a demandé, est-ce que d'après vous, au début de l'année 2023, il va y avoir un grand conflit social à propos des retraites et du pouvoir d'achat au passage, parce que ça aurait été un peu cavalier que d'ignorer cet élément de contexte. Et pour 78% des Français, oui, je vais caricaturer la réponse, ça va péter. Oui, pour 78% des Français, il va y avoir un grand conflit social. Ce sujet ajouté à l'inflation et à... Voilà, il y a des motifs de mécontentement, des motifs de crise qui font que, pour une très large majorité des Français, plus de 3/4, ça va immanquablement déboucher sur un conflit social d'ampleur, et dans toutes les catégories de population, la majorité estime que oui, en effet, ça va péter, y compris d'ailleurs chez les retraités. Encore une fois, c'est-à-dire qu'eux, pour le coup, veulent de la réforme, globalement, mais ils savent qu'elle est très inflammable. Mélissa Petit, sur une question qui relève au fond d'un vrai choix de société majeur, comment le politique peut se dispenser de l'adhésion du peuple? Je formule autrement, est-ce que la question des retraites est une question à laisser entre les mains de comptables? À mon avis, non. C'est vraiment un sujet de société et à prendre à bras-le-corps dans toute sa diversité. Et en effet, se focaliser uniquement sur un âge légal de départ à la retraite, où on voit quand même qu'il est très clivant et les Français adhèrent très peu, il y a derrière des sujets de société qui sont importants à prendre en compte, que ça soit sur l'emploi des seniors, les inégalités de genre, les inégalités de catégories socio-professionnelles. Et il y a un besoin peut-être de discuter de tous ces sujets pour pouvoir ensuite avoir une adhésion. Et il y a un besoin d'adhérer sur un sujet fondamental qui touche une partie de nos vies.
Jean-Philippe Dubrulle disait que c'était les retraités qui, au fond, étaient les plus favorables à cette réforme de la retraite et au recul de l'âge légal. Je rappelle que vous avez écrit « Les retraités, cette richesse pour la France ». Est-ce que les retraités sont, au fond, très égoïstes ? À mon avis, non. Médiatiquement, et puis on aime bien dire qu'ils sont égoïstes, et puis on aime bien dire et monter en avant un conflit de génération, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'heures données au bénévolat, formel, informel, un nombre incalculable d'heures données à la grand-parentalité, et puis il y a des solidarités familiales, financières, intergénérationnelles, il y a des jeunes retraités qui aident leurs parents âgés, il y a des formes en fait d'accompagnement, de solidarité qui sont présentes, et sans en fait cette solidarité, il y a un pan de la société aussi qui n'existerait pas. Donc non, ils ne sont pas forcément égoïstes. Et puis il y a quand même aussi un point qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a à peu près 5 millions de retraités qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Oui. C'est un rapport qui est sorti l'année dernière. Donc c'est toujours trouver l'équilibre en fait. Donc non, les retraités ne sont pas si égoïstes que ça. Et derrière la retraite, il y a effectivement une grande diversité. On en reparlera avec vous. Et puis on s'intéressera à ces questions qui restent un peu en suspens, celle de la pénibilité et des carrières longues. Avec nos invités, le débat continue. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 11h15 sur Sud Radio et on s'intéresse ce matin à la réforme des retraites dont le détail nous sera présenté le 10 janvier prochain. Et nous sommes en ligne avec Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous nous appelez de Pau. Oui, c'est ça. Oui. Et vous vouliez réagir à nos échanges sur l'état de l'opinion par rapport à cette réforme des retraites. Oui, notamment sur un sujet, c'est qu'on parle beaucoup de généralités, je trouve, et on ne regarde pas les choses forcément dans toute leur complexité. Et par exemple, moi je suis lié à des familles qui ont des problèmes avec le handicap, donc moi-même j'ai ce problème-là dans ma famille. Et il y a le problème des aidants, aussi des enfants handicapés, où les parents sont amenés à interrompre leur carrière ou la diminuer fortement pendant pas mal d'années. Même s'il y a des aides pour ça, malheureusement, c'est pas pris du tout en compte au niveau de la retraite. Et voilà, je trouve que je ressens comme une forme d'injustice pour toutes ces familles qui, elles, ne vont pas manifester. Et souvent, elles sont trop occupées avec leur quotidien à gérer des difficultés. Et toute cette complexité-là, je me remets pas en cause les parlementaires, mais souvent je trouve qu'ils sont ils ont une vision assez, on va dire, pas axée dans la complexité. Ils vont pas, voilà. Je regrette un peu ça. Ouais. Vous avez tout à fait raison, Yannick, et le diable est souvent dans les détails. Camille Pradel, je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit de la protection sociale. Ce sujet des trimestres qui manquent à certaines personnes, notamment parce qu'elles ont pris le temps de s'occuper de personnes en difficulté, c'est un vrai sujet. Ça c'est sûr, et c'est pas nécessairement pris en compte par la réglementation. Votre auditeur a complètement raison. Donc là, il n'y a pas de solution prévue à court terme. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit dans le projet du gouvernement de prendre en compte ce type de situations qui sont à la fois particulières mais qui concernent beaucoup de gens. Bien sûr. On va prendre l'appel de Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Saint-Cyprien-Plage et vous vous sentez concerné par ce sujet de la réforme des retraites. Oui, alors je suis moi-même retraité. D'accord. Et donc je pense qu'il y a deux raisons fondamentales à cette réforme des retraites. Je pense qu'elle est tout à fait justifiée. On peut être pour Macron ou contre Macron, mais toutefois, je pense que cette réforme est nécessaire pour deux raisons principales, c'est-à-dire la première, pour une raison de viabilité du système par répartition, et deuxièmement, pour une raison tout purement sociale. Aujourd'hui, on a des tas des conventions collectives multiples, on a des tas de régimes spéciaux qui ont des avantages qui ne sont pas vis-à-vis de l'uniformité des retraités, qui ne sont pas justes. D'un point de vue social, il est nécessaire de supprimer tous ces régimes sociaux. Il y a eu un passage où des
les gens en ont profité, mais maintenant, d'un point de vue social, c'est complètement injuste de continuer ainsi. Merci Jean-Marie pour ce témoignage. Alors de ce qu'on comprend, les régimes spéciaux, comme vous les appelez, ne seront concernés par la réforme que dans la mesure où on appliquera la clause du grand-père. Jean-Philippe Dubrulle. Alors il faut se souvenir, là on parle de la réforme des retraites telle qu'elle est proposée aujourd'hui, telle qu'elle avait été proposée fin 2019. Il faut se souvenir qu'il y avait eu des grèves, des manifestations, puis bon, le Covid est arrivé et a un peu tout chamboulé. Mais la réforme telle qu'on l'a là, c'est-à-dire c'est une réforme dite paramétrique. Enfin, on joue sur le paramètre de l'âge de départ légal pour engranger plus ou moins de cotisations pour pérenniser le système. C'est pas la version originale de la réforme des retraites de Macron. De 2017. Voilà, ce qui avait été vendu, promis par le candidat Macron et qui avait commencé à être mise en œuvre avant de patiner, c'était une réforme systémique. Voilà, une réforme systémique où il était question notamment d'abolir tous les régimes spéciaux, enfin en gros de casser complètement et de reconstruire l'édifice des retraites, de mettre un système à points avec une unification au total du... 1 point, 1 euro, quoi, en gros. C'est ça, et d'unifier totalement le système. Donc ça permettait, de supprimer les régimes spéciaux qui sont assez impopulaires en général, sauf pour les personnes qui en bénéficient, c'est assez normal. Donc ça permettait, ça avait ce gain-là de justice sociale, du moins en apparence, et ça permettait aussi de rebâtir l'édifice pour qu'il soit plus pérenne. Or, voilà, on n'est plus du tout dans ce cas-là. La réforme des retraites, en fait, a perdu de son ambition, en fait, parce que l'ambition était très très grande. C'était quasiment une refondation du système de retraite. Et finalement, là, on a quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus petit bras et d'un peu plus, j'ose le terme, d'un peu plus mesquin. On est dans une petite modification. Donc, en gros, on demande à tout le monde de travailler plus. Et le gain n'est pas forcément évident pour tout le monde et au premier chef pour les actifs. Et Emmanuel Macron, candidat à son premier mandat, avait dit qu'il ne toucherait pas à l'âge légal, 62 ans, rappelons-le. Camille Pradel, sur cette histoire des régimes spéciaux qui ont parfois une très longue histoire, on entend donc que pour eux, c'est la fameuse clause du grand-père qui devrait s'appliquer. Sur un plan légal et philosophique, est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'égalité devant la loi ? Plus le temps passe, plus les spécificités des métiers et les difficultés, les qui étaient associées à ces métiers peuvent s'estomper. D'ailleurs, c'est une bonne chose que les conditions de travail s'améliorent sensiblement pour ces catégories de métiers. Mais à partir de là, 40 ans, 50 ans après, la question de la pertinence des avantages qui étaient accordés se pose. Mais ça fait plus de 20 ans que le pouvoir politique se pose la question. Vous savez, il y a eu la réforme de 2010, la réforme de 2014. Déjà, à chaque fois, la question du maintien de ces spécificités était posée. Alors, je citerai juste comme ça pour l'anecdote que le régime spécial de la Comédie Française date de 1698. Vous le soulignez, Camille Pradel, effectivement, la pénibilité pour certains métiers n'est plus la même aujourd'hui qu'à l'époque où on a instauré ces régimes spéciaux. Cette question de la pénibilité, ça fait partie des sujets sur lesquels les syndicats espèrent qu'il y a encore du grain à moudre dans les échanges avec le gouvernement. Le problème, c'est d'arriver à s'entendre sur les critères de pénibilité. Oui, alors c'est évident que c'est plutôt que du grain à moudre, il y a une préoccupation énorme des syndicats du point de vue de la justice sociale, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la prise en compte des parcours, de ce qu'ils peuvent avoir de caractère nocif pour la santé, donc de la pénibilité. Mais la pénibilité, vous savez, c'est l'idée qu'il y a des expositions pathogènes qui, dans la durée, peuvent affecter la santé des gens. Et donc, la prise en compte de ça, il va falloir, si les gens doivent travailler beaucoup plus longtemps, il va falloir vraiment affiner et prendre en compte tout ce qui existe, tout ce qui est possible. Alors, vous le savez sans doute, depuis 2017, la pénibilité a été quelque peu réformée, puisque à l'origine, vous avez 10 facteurs de pénibilité qui caractérisent ces situations pathogènes. Par exemple, l'exposition au bruit, le port de charges lourdes, vous voyez, le travail de nuit. Critères qui ont été supprimés. Voilà, et en 2017, dans un objectif louable de simplification, au passage, on a fait que 4 des 10 facteurs
ne génèrent plus de droits au titre d'un départ anticipé à la retraite. Et parmi ces 4 facteurs, vous avez quand même les expositions aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc là, il y a quand même une incompréhension depuis 2017. Vous aviez eu d'ailleurs une commission qui avait été nommée par le Premier ministre de l'époque en 2018, mais pour voir comment rétablir les droits, notamment au titre de ces salariés exposés aux agents cancérigènes. Et pour l'instant, c'est le point mort total. Donc là, les syndicats sont très attentifs à ça en disant il faut qu'il y ait dans cette réforme un aspect de justice sociale qui doit être pris en compte nécessairement. Mais est-ce qu'on peut véritablement objectiver tous ces critères? C'est très subjectif, la pénibilité. Alors, je peux vous dire, ce qui est très curieux, c'est que s'il y a bien un facteur de risque professionnel qui était très bien maîtrisé, c'était bien les agents cancérigènes. Oui. Donc parmi les 10 facteurs, vous avez des choses qui sont assez complexes à définir, par exemple les gestes répétitifs. Oui. Ça, définir, c'était compliqué. Mais sur les agents cancérigènes, moi je peux vous témoigner que je travaille beaucoup avec des responsables HSE, vous savez, les responsables chargés de la sécurité dans les grands groupes. Depuis longtemps, c'est un risque qui est vraiment très très bien maîtrisé. Heureusement d'ailleurs, notamment depuis le scandale de l'amiante. Et vous voyez, donc ça fait largement depuis la fin des années 90 que tout le monde est au taquet sur ces sujets, et je pense que techniquement c'était pas ce qui posait le plus de problèmes. Alors ce projet de réforme des retraites, je rappelle qu'il sera présenté le 10 janvier, n'est pas le premier. Réforme Balladur en 93, réforme Fillon en 2003, réforme Woerth en 2010, réforme Touraine en 2014. Les Français, Mélissa Petit, peuvent-ils accepter une nouvelle réforme des retraites, 12 ans après celle qui a fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un point de saturation ? De saturation, voilà, exactement. Vous avez le mot juste. Si, il y en a un. Et puis en plus. Des réformes en fait qui se basent tellement sur 1945. On parlait de mesquinerie sur la question de juste regarder cet âge légal. Et en effet, c'est une mesquinerie de pas penser le système un peu autrement, en vraiment questionnant les parcours. Ça a été dit, à la fois les parcours sur la pénibilité, les conditions de travail, les parcours de Yannick Depeau là sur les questions de handicap, mais tout simplement aussi de solidarité familiale au sens large, que ça soit sur la maternité, que ça soit aussi sur les aidants de parents âgés et donc aussi les aidants d'enfants ou de conjoints malades. Il y a vraiment une nécessité de regarder l'ensemble du parcours de vie et puis aussi les conditions d'emploi, je dirais même au sens large. Aujourd'hui, les individus sont plus dans de la flexibilité, sur des parcours où ils vont mailler à la fois le salariat, l'entrepreneuriat, l'indépendance. Comment aussi derrière on assure des retraites convenables pour tous ces systèmes en fait. Et donc de fait, on est à la fois sur une forme de saturation et pas forcément une sorte de projection dans l'avenir où on pourrait regarder 2030-2040 et proposer une réforme des retraites qui permet d'asseoir un système avec la réalité du quotidien des gens et pas forcément en tous les cas être sur quelque chose de 1945. On va poursuivre cet échange sur la réforme des retraites et sur l'état de l'opinion la concernant. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, vous exprimer. On vous attend. Il est 11h27 et vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Et on parle ce matin de la réforme des retraites et de l'état de l'opinion sur cette réforme à venir qui sera présentée le 10 janvier. Nous sommes avec Mélissa Petit, sociologue, Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP et avec Camille Pradel, avocat spécialisé en droit de la protection sociale. Quelqu'un qui a commencé à travailler, mettons en 1990, aura vu la règle du jeu concernant sa retraite changer 5 fois et si Emmanuel Macron fait aboutir sa réforme. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une sorte de respect d'un contrat social, au moins à l'échelle d'une génération, Camille Pradel ? Sur le plan juridique, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire que c'est au moment de liquider les droits qu'on voit la règle applicable, sauf si cette règle aménage en fonction de règles préalables passées. Mais donc les règles changent et c'est vrai que quelqu'un qui est né en 1990 va travailler plus longtemps. Alors sauf que cette règle ne vaut pas, on en parlait tout à l'heure, pour ceux qui sont dans les régimes spéciaux. Parce que c'est la règle des régimes spéciaux qui s'applique à eux, ça c'est vrai. Oui.
Alors, il reste que c'est une réalité de constater qu'on vit de plus en plus longtemps. L'espérance de vie à la naissance a augmenté de pratiquement 20 ans depuis 1945. Mais, Camille Pradel, l'espérance de vie à 65 ans et surtout l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas tant que ça. Les gens restent fatigués à la fin d'une vie professionnelle. Alors ça, oui, je ne peux pas me prononcer comme avocat sur la qualité, enfin l'état de santé de ces personnes-là, mais ce qui est sûr, c'est que les dispositifs dont on parle, décaler l'âge de départ à la retraite, normalement s'accompagnent aussi de dispositifs de justice qui tiennent compte de l'état de santé. Donc vous avez par exemple, vous savez, le dispositif Fillon qui permet à des personnes qui seraient déjà malades du fait de leur activité professionnelle de partir plus tôt. Aujourd'hui, c'est 60 ans quand même. Donc il y a des dispositifs. Et là, moi, personnellement, c'est avec une certaine curiosité que je vais lire le texte de loi qui va être présenté d'ici 10 jours pour voir comment on va vraiment tenir compte des parcours et donc de fait de l'état de santé potentiel ou avéré des gens, des travailleurs, et parce que c'est comme ça qu'on arrivera à un dispositif qui aura l'adhésion de tout le monde. C'est ça l'objectif. Vous nous appelez au 0826 300 300 et on accueille Francis. Bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Merci beaucoup. Vous nous appelez du Gers, Francis. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Alors, que vouliez-vous nous dire sur cette réforme des retraites ? Alors, cette réforme des retraites, je pensais qu'il faudrait fusionner tous les régimes, députés, sénateurs, etc., de telle façon à avoir qu'un seul régime à gérer et qu'il n'y ait pas de privilèges entre tel et tel retraité. Voilà. Et je pense également qu'on pourrait plafonner ces montants de retraite à l'hébergement qui correspondrait quand on est vu dans une maison de retraite. Donc voilà, il n'excéderait pas des sommes. Il y a certaines personnes qui ont des retraites à 10 000 €, donc je pense qu'on peut fonctionner à beaucoup moins. Quoi, voilà. Vous avez quel âge, Francis ? J'ai 64 ans, je suis à la retraite. Voilà. Depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Bien, profitez bien de votre retraite dans cette belle région. Merci Francis. On accueille Olivier qui nous appelle lui du Gard. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Olivier de Beauclerc. Mais je vous appelle parce que je suis d'accord pour les retraites spéciales, contrairement à ce que d'autres gens pourraient penser. Mais les régimes spéciaux, il faudrait qu'ils aient une caisse spéciale, pas qu'ils piochent dans la caisse des retraités normaux. Oui, on met au bout finalement. Oui, parce que là, eux, leur caisse spéciale, s'ils se cotisent dans leur caisse spéciale, ils n'ont plus d'argent. Donc vous êtes, vous aussi, favorable à ce qu'on supprime rapidement les régimes spéciaux Non, ou qu'ils cotisent dans une caisse à part. Oh, d'accord. Qui cotisent. Effectivement. Et deuxièmement, j'aimerais... le problème des retraites, il est simple. À la base, quand ça a été créé, ça fonctionnait très très bien. Parce qu'on faisait 48 heures par semaine. Moi, je faisais 48 heures par semaine, 196 heures par mois. Là, on est descendu à 35. Et si on fait 32, on n'y arrivera même plus, quoi. J'ai fait un petit calcul simple. Si on repasse à 38 heures par semaine, on n'a pas besoin de reculer la retraite à 65 ans. C'est faux, on peut rester à 62 ans sans problème. Oui. Et à 39 heures, on peut revenir à 60 ans. Et de plus, on augmente le pouvoir d'achat de 17 heures tous les mois. Ça fait 170 €. Pour 10 €, ça fait 170 € de plus à chaque personne. Donc je ne comprends pas la méthode de M. Macron. Alors j'ai eu l'occasion de parler avec un politique qui s'occupe des retraites de M. Macron. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi on ne revient pas aux 39 heures, ça résout tous les problèmes. Le pouvoir d'achat, et il m'a dit, mais on n'a pas pensé à ça. C'est intéressant. Merci beaucoup Olivier pour ce témoignage. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Est-ce que l'idée qu'il faudrait réduire le temps de travail ne doit pas se poser, Mélissa Petit, à l'échelle plus globale de la journée, de la semaine, de l'année et d'une vie, finalement? Oui, c'est très intéressant ce que dit ce monsieur. En effet,
regarder peut-être les choses différemment, peut-être revenir en arrière sur certaines réformes, comme la réforme du temps de travail sur la semaine. Et en effet, peut-être qu'à un moment donné dans nos parcours, on aurait envie de reprendre 2 années de retraite parce qu'on a assez cotisé et qu'on pourrait en bénéficier. Et donc, c'est réussir à sécuriser les parcours dans leur flexibilité et en effet, peut-être augmenter, si les individus le veulent, de la souplesse. De la souplesse. Ouais. Et je pense que ça manque et que le modèle d'aujourd'hui, il est trop figé. Je reviens sur les années 45 avec un modèle qui pouvait marcher. Et aujourd'hui, les individus sont dans des souplesses perpétuelles. Comment on arrive à adhérer véritablement à cette souplesse que les gens vivent, voilà, que ce soit sur les heures de la semaine et voilà, sur un parcours de vie, et en laissant beaucoup plus les individus moi je pense que donner un âge légal de départ, c'est une aberration aujourd'hui, mais plutôt proposer la question de la temporalité sur les trimestres et laisser ensuite les individus se décider s'ils veulent partir à 60 ans et perdre un peu d'argent, c'est leur choix. Et derrière, peut-être bien penser et peut-être le dire, qu'on va peut-être plus des fois vers de la capitalisation et pas toujours de la répartition. Le gros mot. Ben oui, mais les gens, on le dit pas forcément, mais tous ces sujets-là, quand je dis qu'il y a 5 millions de retraités qui vivent sous moins de 1 000 euros, c'est comment ils vont vivre, quelle dignité en fait on veut donner aux retraités, et juste être clair sur ce qu'on propose. Jean-Philippe Dubrulle, sur cette question de l'équilibre entre le temps de travail et le temps pour soi, le temps des retraites notamment, est-ce que l'opinion est prête à cette souplesse ? Alors, il y a des tests qui sont faits assez régulièrement dans le cadre de sondages pour demander aux gens est-ce que s'il fallait travailler 1, 2, 3 heures de plus par semaine, est-ce que ça passerait ? Il y a globalement une ouverture de principe parce que, comme vous le disiez, il y a une volonté de liberté. Il y a une volonté de vouloir gérer sa vie professionnelle finalement comme on veut. Et c'est vrai que du coup, poser une espèce de clapet d'âge de départ à la retraite, c'est comment dire, c'est assez brumeux. Hein, c'est pas forcément très concret pour les gens, a fortiori pour les jeunes actifs. On leur parle de la retraite, ils ne sont pas posé la question. Donc ça, c'est une problématique. Et par rapport à ce que vous disiez à l'instant, tout l'enjeu de ça, c'est aussi la lisibilité du système. C'est de dire, pour une année, un trimestre, un mois travaillé, à quoi j'ai droit à la retraite finalement. On est dans cette idée de capitalisation quand même, hein, c'est-à-dire mon travail me donne droit à quoi. Et ça, aujourd'hui, ça reste quand même hyper nébuleux. Et ça fait que du coup on ne raisonne qu'en âge de départ à la retraite, alors que ça s'applique pas pareil à tous les métiers, ça s'applique pas pareil à toutes les tranches d'âge, la clause du grand-père, etc. On débat de quelque chose qui a limite une définition différente par personne. Donc comment dire, ça ne peut pas créer de l'adhésion. Voilà, j'en arrive au point où je voulais en venir. C'est tellement diffus, c'est tellement nébuleux et ça a tellement de définitions différentes que ça ne peut pas susciter l'adhésion parce que c'est illisible. Donc il y a un impératif de lisibilité. Et pour revenir encore à quelque chose que vous disiez encore avant, faut aussi voir pourquoi on fait tout ça. Si on nous demande de travailler plus, donc c'est un sacrifice finalement, faut mettre quelque chose sur la table. Au bout d'un moment, dire juste il faut travailler plus parce que le navire prend l'eau et c'est une question de survie. Bon, c'est une raison entendable, mais ça fait pas rêver. Si on veut susciter de l'adhésion, j'en reviens à l'opinion, si on veut qu'une majorité de Français soit pour cette réforme, la soutiennent et applaudissent son adoption, il faut mettre quelque chose sur la table. Oui. Camille Pradel, entre la question de l'âge légal, la question des annuités pour partir à taux plein, éventuellement pour certains la question de la pénibilité, la question des carrières longues, c'est difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à un quinquagénaire qui voudrait savoir où il en est ? Déjà, il peut se rapprocher de sa CARSAT. Donc pour l'Île-de-France, c'est la CRAMIF, mais sinon c'est la CARSAT qui est en charge pour le système privé, pour les salariés du privé de la gestion des retraites et savoir où il en est. Par ailleurs, vous savez, il y a aussi, il faudrait peut-être qu'il consulte son C2P, vous savez, le compte qui normalement il est informé de cela, hein, mais est-il ou pas exposé à la pénibilité, ça fait partie des sujets. C2P. D'ailleurs, oui, c'est le compte de prévention de la pénibilité. Ça s'appelle plus pénibilité, mais il y a normalement des droits qui sont bien gérés et notés dans un compte spécifique. Et ça, il pourrait donc savoir s'il a des droits à ce titre. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas de plan particulier. La réforme, il va la subir comme tout le monde. Donc à partir de là, les stratégies sont assez limitées. Ce que je pourrais ajouter quand même aussi, c'est que
cette réforme des retraites, elle va porter sur un droit qui est déjà applicable, qui est celui donc de tout ce qui est prévention des risques professionnels, des expositions. Et ça, c'est dans les entreprises que ça va se passer. Et il faudrait que, je suis sûr que les syndicats d'employeurs sont sur le sujet et au taquet sur le sujet, mais ça va avoir un impact énorme. C'est-à-dire que quand on parle, tous ces droits-là, c'est déjà déclaré par les entreprises. Hein. Chaque année, vous avez un DRH qui déclare les expositions à la pénibilité. Donc là, il va y avoir des points de tension, je pense, en janvier, avec les représentations du personnel, le CSE, les salariés qui vont s'intéresser de plus fort à propos, mes droits, c'est quoi ? Mélissa Petit, cette question du temps de travail, si on regarde un peu l'histoire, depuis un siècle, le temps de travail a toujours été l'enjeu d'un combat de civilisation. L'idée, c'était pas de travailler plus tout le temps et sans raison, sans motif, comme disait Jean-Philippe Dubrul. La journée de 8 heures, 1919, la semaine de 40, 1936, la 5e semaine de congés payés, puis sont venus les 35 heures, et dans le même temps, des gains de productivité phénoménaux, une productivité multipliée par 5 depuis 50 ans. Est-ce qu'on n'est pas à rebours de l'histoire du travail ? Je sais pas trop. J'ai l'impression en fait qu'on va dans une direction qui ne touche peut-être pas assez les individus. C'est-à-dire que dans cette idée de longévité perpétuelle de cet allongement légal de la retraite et donc de travailler moins mais de travailler plus différemment, en effet c'était pas lisible. Et derrière, quand je dis on touche pas les gens, c'est qu'il y a besoin de trouver du sens. On est aujourd'hui on est même au-delà des horaires dans certains métiers où en fait on va chercher du sens. Les individus qui se trouvent dans des métiers où ils n'ont pas de sens, veulent trouver du sens, donc ont besoin d'être accompagnés vers d'autres types de métiers. Peut-être qu'en fait, la question du temps de travail en semaine, c'est peut-être plus cela, mais c'est comment en fait on arrive à accompagner les individus dans plus de sens. Et que certes, il y aura peut-être un temps et de liberté, quoi. Je reviens sur cette liberté. Le problème, ça va être la question des ouvriers. Et donc, pourquoi je focalise sur ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a 13 ans d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers hommes. Il y en a 7 d'écart. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on propose en tous les cas dans ces situations-là ? Et donc, c'est là où il y a peut-être besoin de plus de souplesse, parce qu'au final, de manière un peu abrupte, les ouvriers majoritairement vont pas vivre de retraite. Très peu, et dans quelles conditions de santé. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des modularités, je reviens sur ce terme-là, et de souplesse à proposer ? Et en effet, peut-être que c'est au-delà du nombre d'heures de travail, peut-être que c'est proposer des temps différents, peut-être de vacances pour les ouvriers, vraiment réussir à penser autrement pour qu'à chaque moment de nos vies, on arrive à trouver de la dignité pour les individus. On va continuer à débattre, à échanger sur ce sujet de la réforme des retraites juste après la pause. Et vous nous appelez, bien sûr, comme vous voulez, 0826 300 300. Allez, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. La réforme des retraites, qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous ? Vous nous appelez 0826 300 300 et nous sommes toujours avec Mélissa Petit, sociologue, Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP et Camille Pradel, avocat spécialisé en droit de la protection sociale. Mélissa Petit, vous plaidiez avant la pause pour une plus grande souplesse qui permettrait à chacun d'organiser son temps au travail d'une manière générale et d'organiser finalement, de construire son projet de retraite et en précisant que la retraite c'est pas ne rien faire, c'est faire d'autres choses. On peut continuer à être actif d'une certaine manière en étant retraité. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est aussi décorréler le terme retraite de deux manières, c'est-à-dire penser la pension de retraite en termes financiers et puis le temps de vie qui nous permet en fait de peut-être donner un autre mot à la retraite, parce qu'en fait ce n'est pas se retrouver, se repousser à l'intérieur de quelque chose, mais au contraire c'est peut-être parfois prendre des temps de retrait pour se demander qu'est-ce que je veux faire pour ensuite donner au monde et être utile socialement. Et peut-être qu'en fait c'est en effet la définition peut-être aussi du travail, de la définition du terme d'activité. Peut-être qu'en fait, tout au long de notre vie, demain, on pourrait aller sur des activités sociales, économiques, qui nous permettront peut-être d'aller
grappiller des trimestres, des temps différents. On parlait du travail non rémunéré, du care tout à l'heure, du bénévolat. Peut-être que c'est des moments, en tous les cas, on pourrait avoir ces temps de points de retraite. Et puis... il y a quand même aussi cette question de... Je reviens en effet sur l'âge légal de départ à la retraite, où au Québec, on sait qu'on doit cotiser un certain nombre de trimestres pour avoir une pension complète, mais on peut partir des années avant si on le veut, en sachant qu'on a des décotes, ou partir des années après et on aura une surcote. Bien après, le Québec a un modèle beaucoup plus hybride que le nôtre, parce qu'il fonctionne à la fois sur de la répartition de l'État, de la répartition des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé, et de la capitalisation. Donc c'est un peu différent en termes de modèle, mais en termes de pensée, c'est aussi donner cette souplesse et juste d'imaginer, comme on le disait, les situations de vie qui arrivent aujourd'hui et encore plus demain. Oui. Jean-Philippe Dubrul, sur cette idée Est-ce que les Français s'y retrouvent déjà sur cette histoire d'annuité, de trimestre et d'âge légal? Et est-ce qu'ils ont une préférence entre les deux? C'est quelque chose qui globalement brille par son absence de lisibilité. Voilà, forcément que quand vous approchez de la retraite, en gros à partir de la génération des quinquas, oui, ça devient quelque chose de plus concret, ça devient quelque chose qu'il faut planifier, qu'il faut envisager. Donc ces populations-là, on va dire les quinquas et plus, ont le nez dedans et arrivent à se le figurer. C'est aussi le moment où on commence à faire le décompte de sa carrière, aller chercher les bulletins de paie qui manquent, etc. Enfin, il y a même eu un film là-dessus. Bref, ça, c'est pour ceux qui arrivent vers la retraite. Mais pour les jeunes actifs, que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui rentrent dans le marché du travail, la retraite, ça n'existe même pas. Donc c'est quelque chose déjà qui n'est pas envisagé, qui n'est pas dans l'esprit au quotidien. Alors si en plus on parle des modalités, des annuités, etc., c'est en fait c'est hors de leur référentiel. Évidemment. Donc il y a ce problème de comment on rend ça lisible, on l'a dit, comment on rend ça compréhensible et comment on fait réaliser aux gens que ça va venir. Voilà, parce que même chez les plus jeunes, bon, c'est une blague, mais avec vous avez pointé les décalages successifs de l'âge de départ à la retraite. Bon, il y a des jeunes actifs qui pensent qu'ils en verront pas la couleur de la retraite. Il y aura encore plein de réformes d'ici là. Qui continueront à travailler jusque très tard. Donc il y a cet objet retraite, il est assez flou pour une part importante de la population, notamment les jeunes actifs, et il gagnerait à être plus lisible. Moi, je pense à quelque chose de très sommaire, mais si au niveau fiscal, on a réussi à faire quelque chose comme le prélèvement à la source, et où sur votre bulletin de paie, on vous indique, on vous donne des informations fiscales et tout, pourquoi on pourrait pas avoir aussi sur un bulletin de paie, au fait, vous en êtes à tant de cotisations, vous avez empilé tant de cotisations, et donc théoriquement, vous avez droit à ça si vous partez maintenant, ou à un âge à partir duquel on peut débloquer, etc. Il y a des, à mon sens, il y a des mesures qui pourraient être prises pour tout simplement rendre accessible, au-delà de la lisibilité, c'est la notion de retraite et de à quoi ça sert et comment on s'y projette. Il y a des moyens de le faire. Il y a une autre mesure qui pourrait être prise si on considère que les retraites sont en danger financièrement, c'est d'augmenter d'un poil les cotisations. Certains économistes disent, on va pas se lancer dans ce débat technique, mais certains disent que ce serait quelques euros de plus par mois finalement pour les salariés, et ça semble être un tabou absolu d'envisager cette piste. Mélissa Petit. Je ne sais pas trop quoi vous répondre, mais en effet, en tous les cas, c'est d'autres modalités. Parce que je trouve que le débat, en tous les cas de la part des politiques publiques, est quand même très enfermé. Donc, comme on le dit depuis le début, sur cet âge et cette continuité de trimestre, alors que derrière, on ne pense pas les conditions, le niveau de vie qui est important, le niveau de vie à la retraite. Et en effet, peut-être juste se demander d'autres modalités, et peut-être qu'augmenter en effet de quelques centimes euros la cotisation, heurterait moins les individus sur l'ensemble de leur parcours.
Jean-Philippe Dubrulle, c'est un tabou d'augmenter de quelques euros les cotisations? Alors c'est un tabou, ça dépend qui va payer en fait à la fin. Si c'est les individus, les travailleurs, oui c'est un tabou, puisque, alors on en parle moins que sous le quinquennat de François Hollande par exemple, mais la notion de pression fiscale et de ras-le-bol fiscal est quelque chose de très présent dans notre pays et dans l'esprit des Français. Après tout, on est l'un des pays au monde avec les prélèvements obligatoires les plus forts. Mais voilà, il y a cette pression fiscale qui est ressentie. On est en plus, je parle d'opportunité, on est dans une période voilà, où certains de nos compatriotes sont à quelques euros près. Donc la question de ponctionner encore davantage, même de manière symbolique, de manière très marginale, mais ponctionner davantage auprès des individus, en soi, oui, c'est un tabou. C'est même pour ça que politiquement ça ne sort jamais, parce que c'est quelque chose de particulièrement inflammable. Oui. Une autre piste et un autre tabou, c'est d'abaisser légèrement les pensions de retraite. D'après les études de l'adresse, le niveau de vie des retraités est plus élevé que l'ensemble de la population. Parce que souvent on intègre aussi le patrimoine dedans. Après, oui, c'est le niveau de vie. Oui. C'est vraiment faire attention, me semble-t-il, entre en effet l'augmentation du coût de la vie là qui arrive. Est-ce que c'est envisageable de baisser? Et après, il y a aussi quand même cette question, je reviens sur ces 5 millions de personnes qui ont moins de 1 000 euros. Moins de 1 000, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour eux, en fait? Je doute qu'on réussisse à baisser leur niveau de vie. Non, alors dans le projet de réforme des retraites, il y a l'idée d'assurer au minimum 80% d'un SMIC. Oui. Et c'est important, en tous les cas, de revaloriser certaines pensions. Après, c'est quel contrat social on donne, en fait? Si au départ, vous signez pour tant et qu'en fait, après coup, vous signez pour moins, quand on vous taxe ensuite, je pense qu'il y a, au-delà de la lisibilité, c'est quelle confiance, en fait, on crée. Alors le grand paradoxe de la réforme, c'est qu'elle risque d'aggraver le chômage, notamment chez les seniors, alors que 1,5 million de Français de plus de 53 ans aujourd'hui ne sont ni salariés ni retraités et vivent des aides sociales. Est-ce que c'est quelque chose dont on a suffisamment conscience, Jean-Philippe Dubrulle? Est-ce que les effets de bord de cette réforme des retraites sont suffisamment sur la table? Alors à l'échelle de l'opinion et du débat public, non, c'est quelque chose qui est complètement qui passe complètement à l'as. Certes, les personnes elles-mêmes concernées par cette situation, bien entendu, sont au fait de ces problématiques-là, mais que ce soit en termes de débat public, que ce soit en termes de propositions du gouvernement, de l'exécutif, etc. Oui, en effet, ça passe complètement à l'as. Pourquoi? Parce qu'aussi ça remet en cause le bien fondé du report de l'âge légal départ à la retraite. Là, on demande aux Français de travailler plus en nombre d'années, puis les opposants vont dire oui, mais regardez, il y a plus d'1 million de gens qui sont sur le carreau, qui ne demanderaient qu'à travailler. Mais après, on peut constater ce hiatus, mais après, ça demande une réflexion beaucoup plus globale sur le rapport au travail et l'intégration des seniors. Mais ça, je laisse la main à Mélissa Petit. Mélissa Petit, ouais. Oui, aujourd'hui, il y a 55% des 55-64 ans qui sont en emploi. Donc, ça veut dire qu'en effet, qu'il y en a 45% qui ne le sont pas. Il y a un véritable besoin d'aller s'intéresser à l'emploi des seniors, de valoriser ces emplois. Parce que quand ils sont au chômage, ils ont une durée plus longue de chômage par rapport à d'autres tranches d'âge. Et de valoriser les compétences de ce public-là. Mais en effet, on passe à l'as, alors qu'en fait, on va peut-être revenir sur des questions de pré-retraite, donc pré-retraite d'entreprise, et pas les pré-retraites d'État, mais vraiment des pré-retraites d'entreprise. Donc on va décider de mettre dans un modèle intermédiaire les 62 ans, par exemple, pour qu'ils finissent sur leurs quelques années. Ou sinon, il va y avoir beaucoup plus de chômage, mais après, il va y avoir des répercussions sur leur niveau de vie à la retraite, puisqu'ils ne seront peut-être pas assez cotisés en termes de niveau de vie. Il y a vraiment quelque chose à penser. Et on sait très bien que quand on met des seniors dehors, on veut embaucher des jeunes, et ça ne marche jamais sur les 50 dernières années. Ça serait peut-être trop simple, en effet. Et toutes les politiques publiques qui ont fait ça n'ont jamais marché. Alors, il y a un sujet sur lequel c'est un peu flou,
pour dire le moins, c'est celui des carrières longues. Camille Pradel, si on a commencé très tôt, on devrait pouvoir partir plus tôt, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on nous mijote. Ça rejoint un peu le sujet de la pénibilité aussi, ça. Oui. Là, d'ailleurs, c'est des dispositifs qui souvent résultent de décrets. Donc, ce serait une décision qui serait prise au ministère du Travail et des Solidarités aussi, conjointement. Et donc, actuellement, on a la prise en compte des carrières longues. Donc, il faut avoir commencé à travailler essentiellement avant 20 ans pour pouvoir partir plus tôt. À 60 ou voilà. Même un peu plus tôt. Ou même un peu plus tôt, même si on nous dit que 58 ans, il n'y a quasiment plus personne aujourd'hui qui répond aux critères de ces carrières-là. Et donc là, quel sera l'aménagement? Là aussi, il va falloir que le gouvernement, d'ailleurs, aille très vite, parce que vous avez vu qu'ils ont pris du retard. Au début, on devait avoir une présentation de la réforme à la mi-décembre. Ils ont tout décalé de 3 semaines. Et là, il va falloir qu'en moins de 3 semaines, on ait la présentation du texte de loi et qu'on ait quand même une idée des textes réglementaires qui, en fait, nous permettront de savoir vraiment quel sera le dispositif. Et ces sujets, pénibilité, carrière longue, c'est important de savoir exactement ce qui va évoluer. Sur les carrières longues, effectivement, est-ce que si on augmente l'âge légal à 64 ou 65 ans, est-ce que du coup, l'effet carrière longue, ça sera de pouvoir partir à 62? Tout ça, c'est pour l'instant pas évoqué. Sur le plan politique, d'ailleurs, il y a un point à bien voir, c'est que pour comprendre, pour que les rédactions, les journalistes puissent vraiment comprendre le dispositif, il faudra souvent attendre les décrets. Et donc c'est en cela où on va discuter de principe, mais il se peut très bien qu'on ait une réforme présentée sur le plan législatif qui ne réforme pas grand-chose et qu'au bout, on attende le printemps prochain et les manifestations passées pour savoir quel sera vraiment le dispositif. Oui, on l'a vu sur la réforme de l'assurance chômage, c'est un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et il est 11h59, dans un instant après le journal, on s'intéressera aux automobilistes et à ce qui les attend pour 2023. À tout de suite.